Je rougis pas, normalement. Donc c'est avec plaisir que je vais vous présenter l'aventure qu'on vit en ce moment chez Rue du Commerce par rapport à la WebPerf. Donc je me présente très brièvement, je m'appelle Annie, je suis responsable front office et je m'occupe des différentes applications du site rueducommerce.com. Une petite présentation de Rue du Commerce. Donc c'est une société qui a été créée en 1999. C'est un pure player, un site d'achat-revente, essentiellement de produits high-tech. Rue du Commerce a monté sa marketplace en 2007, où c'était l'un des premiers sites où on a hébergé des catalogues de produits marchands. On a été racheté 2 fois, une fois par Altaria, une deuxième fois par Carrefour. Et on a un volume d'affaires de 400 millions d'euros, un catalogue de 4 millions d'offres et 5 millions de visiteurs uniques. Au niveau du business, on a à peu près 25% de part de marché sur la high-tech. Donc Rue du Commerce existe depuis 1999 et le résultat c'est qu'en 2016 c'est 16 ans de dette technique qui sclérose la performance du site. Donc c'est plusieurs frameworks PHP maison parce qu'il y a eu plusieurs tentatives de refonte, des refontes qui n'ont jamais abouti. C'est un langage du ColdFusion qui est très ancien, qui était encore en ligne il y a 2 ans. C'est un déploiement à la main, pas de CI/CD, pas de security et pas de scalabilité. Petite anecdote, à chaque fois qu'on venait nous voir pour nous demander est-ce qu'on peut ramener un marchand avec plusieurs millions d'offres, on leur disait que c'était un petit peu compliqué, quoi. Donc il a fallu à un moment donné moderniser la plateforme web et c'est un gros projet qu'on a mené en 2016 où il a fallu faire une refonte from scratch des fiches produits, du moteur de recherche, des listes produits et des homepages. Pour ça, on a utilisé plein de nouvelles technos. On a remplacé nos frameworks PHP maison par du Symfony. On a utilisé des bases de données type NoSQL pour améliorer les performances, pour gérer la montée en charge, la scalabilité, etc., etc. On a utilisé des messages brokers pour toutes les parties asynchrones, comme RabbitMQ. On a remplacé notre serveur web Apache par du Nginx, on a continué à faire du varnish, on a essayé d'industrialiser la gestion de nos assets, industrialiser nos développements, nos déploiements et utiliser pas mal d'outils de monitoring pour travailler la perf et surveiller la perf. Donc on a beaucoup bossé. On n'a pas tout déployé d'un coup, on a commencé par les fiches produits, après le moteur, après les listes produits. Et on a déployé, ça s'est passé mieux que ça. On est outillé pour ça, donc je vous ai parlé tout à l'heure des différentes technos. On avait la suite ELK qui nous permet de mesurer les perfs. Et on a eu des super perfs serveurs. Donc là j'ai un exemple sur la fiche produit, on est passé de 1,5 seconde à 45 millisecondes, de 1200 millisecondes sur les listes produits à 150 millisecondes. Et pour le moteur de recherche, pareil, entre 1 seconde de chargement à 150 millisecondes. Donc là, je vous parle uniquement des temps serveurs. Pour nous, c'était super important. Donc ça, c'est une constatation qu'on a fait en interne. On savait maintenant qu'il fallait que d'autres gens le voient. Et on a commencé d'abord par le moteur de recherche. Il fallait que Google le voie. Et Google l'a vu. Ce que je vous montre ici, c'est une courbe du Webmaster Tools qui mesure le temps de téléchargement moyen d'une page. Et lorsqu'on a mis en prod, quelques jours après, on a vu cette courbe-là. Donc on voit les temps moyens que Google a mesurés, qui correspond à peu près à ce que je vous ai présenté avant. Et on voit une grosse chute. Et ça s'est traduit en fait par un crawl de Google qui a augmenté. Donc il a multiplié par 10 le nombre de pages crawlées sur le site. Je me souviens, une nuit, il avait réussi à crawler 3 millions de pages. Tout ça parce qu'aujourd'hui, le TTFB, donc le Time to First Byte, il influence vachement le temps de crawl Google. Et donc ça, on l'a vu, nos experts SEO l'ont vu, et ça s'est vu sur le SEO de Rue du Commerce. Donc on a constaté en interne qu'on était performant, on a vu que Google avait vu qu'on avait fait des améliorations et qu'il pouvait crawler le site. Maintenant, il fallait regarder côté utilisateur. Et pour ça, on n'avait pas beaucoup d'outils. Par contre, on avait le journal du net qui publiait souvent le classement des différents sites médias, e-commerce au niveau de la WebPerf. Et c'était pas terrible. On était toujours dernier. Donc ça, c'est le classement du mois de mars 2017, 3 mois après nos premières mises en prod. Et c'est à peu près la tête qu'on a fait parce qu'on était super content d'avoir amélioré les perf serveurs.
mais côté client, c'était pas terrible. Donc là, l'indicateur qu'on voit, c'est le speed index. Je vous expliquerai après les différentes métriques. Et pourquoi est-ce qu'on avait ces résultats? Parce que quand on regarde un waterfall, on voit que les temps back-end, bah, ça représente que 10% du temps de chargement total. Donc nous, on avait vachement optimisé les temps serveurs, mais côté client, on avait fait quelques gestes, mais c'était pas poussé. Donc même si on avait divisé par 1000 les temps serveurs, je pense que ça n'aurait rien changé. Donc ce qui s'est passé derrière ça, c'est qu'il y a eu une prise de conscience en interne, déjà nous, et on a tout fait pour faire en sorte que les différentes directions de la société, le comité de direction, prennent en compte ce sujet-là, parce que déjà pour nous c'était important, on savait qu'il fallait qu'on travaille dessus, on savait que ça avait un impact énorme sur le business. Donc il y a eu une mise en place d'un plan d'action pour faire de la web perf une priorité de l'entreprise. Et ça s'est traduit par 3 points. Le premier, c'est devenu une priorité IT et marketing. Le deuxième, c'est on a eu du budget, parce qu'il nous fallait du temps et de l'argent. Et enfin, il fallait qu'il y ait une sensibilisation en interne sur cette problématique, parce que c'est encore une fois, ce n'est pas qu'un projet technique et ce n'est pas que l'IT en fait. Et ce qui s'est passé, c'est qu'en septembre 2017, le projet est lancé et on a pu commencer à travailler. Avant de travailler, on savait qu'on avait beaucoup d'optimisation à faire, mais il nous fallait un outil pour pouvoir monitorer et suivre les performances du site. Donc on avait le choix entre plusieurs outils. Il y a Airboost, ce qui a été présenté tout à l'heure, il y a Sitespeed.io, il y a WebPageTest et il y a SpeedCurve. Donc nous on a fait le choix de cet outil. Le mec qui est derrière cet outil, c'est Steve Souders, donc celui qui est sur la photo. C'est un des papes de la web perf. Il a écrit le bouquin que vous voyez ici. Ça s'appuie sur WebPageTest, que vous connaissez tous, j'imagine. Et les 2 métriques qu'on a voulu suivre et améliorer, c'est le Start Render et le Speed Index. Donc le Start Render, c'est le moment où le navigateur affiche les premiers pixels à l'écran. Et le Speed Index, ça mesure la progression et l'affichage des éléments qui sont au-dessus de la ligne de flottaison. Une fois qu'on a mis en place ça, on a monitoré différentes pages du site. On a fait aussi du RUM, du Real User Monitoring. Et ça nous permet aussi de faire du benchmark en monitorant aussi nos concurrents. Donc Amazon, Cdiscount, LDLC, etc., etc. Bon, après on a commencé à travailler. Donc c'est plusieurs mois d'optimisation. Ce qu'on a fait au début, c'était on voulait optimiser le chemin critique du rendu pour minimiser le temps à scruter un écran blanc. Et pour ça, on a commencé par nettoyer le head. Donc c'est toutes les ressources qui sont bloquantes et qui impactent justement le temps de chargement. On a limité les domaines parce que, si vous voulez, quand on a fait la refonte, on a gardé les optimisations qui dataient des années 2000, c'est-à-dire le sharding de domaines, etc., etc. On a différé les JS, on a fait du lazy loading, on a fait des optimisations au niveau des fonticônes qu'on a remplacés par des SVG. On est passé en HTTPS puis en HTTP2. On est passé en adaptatif parce qu'on avait un site mobile et un site desktop sur des domaines qui étaient différents. Et puis on a utilisé aussi un CDN pour gérer la partie cache. Mais en fait, on n'a pas fait que ça. On a fait énormément d'optimisations. Je ne peux pas tous vous les citer ici. On fera un focus tout à l'heure sur quelques optimes. Et le résultat, 6 mois après, c'est qu'on a la courbe que vous voyez ici. Donc, sur un type de page bien précis, donc c'était sur les listes produits mobiles, on est passé d'un speed index de 9000 à 2800. Donc là, c'est un écran de speed curve. Ce que vous voyez aussi, c'est toutes les notes qui correspondent aux différentes mises en prod qu'on a fait et aux optimisations. Et donc on voit qu'on part quand même de très très loin. On va vous montrer les résultats en images. Alors la première vidéo, c'est une fiche produit mobile qui a été mesurée la semaine dernière par rapport à la même fiche produit au mois de septembre. Donc on voit qu'on a divisé par 2 le temps de chargement.
et on a divisé par 2 le speed index. Par contre, c'est pas ce que le client voyait au mois de septembre. Comme on était encore avec un domaine mobile séparé du domaine desktop, le client, ce qu'il voyait au mois de septembre, c'était ce que vous allez voir à droite. Voilà. Donc là, le client est déjà parti. Puis c'est pas fini. Voilà. Donc ça, c'est le résultat de 6 mois d'optimisation. Ça a donné ça. Donc du coup, sur le classement du JDN, on a bien progressé. On est passé de la 40e place à la 17e place au mois de décembre. Et puis au mois de février, on est passé à la 11e place. Et normalement, pour le classement du mois de mars, on devrait encore faire des progrès. Donc je vous invite à suivre Rue du Commerce. Donc là, ce qu'on voit en fait, c'est tous nos concurrents. Grâce à SpeedCurve, on a la possibilité aussi de regarder ce que donne le temps de chargement. Donc c'est exactement le même test que je vous ai montré tout à l'heure, sauf que là j'ai mis vraiment nos concurrents. Vous allez voir. En rouge c'est le premier. Et après Amazon. Voilà. Un autre graphe intéressant à vous montrer. Donc là c'est l'évolution du Speed Index pour du 1er janvier 2018 jusqu'à avant-hier. En orange, c'est Amazon. En bleu, c'est Cdiscount. En vert, c'est Rue du Commerce. Et donc, on voit qu'au 1er janvier, on était dernier, enfin, on était 3e, pardon, derrière Cdiscount et derrière Amazon, et que petit à petit, on a gagné des places. On a gagné des places, et puis vers la fin du mois de février, le début du mois de mars, on est numéro 1. C'est pour ça qu'il faut regarder les classements du mois de mars. Voilà. Au niveau des impacts business, ce qu'on a pu voir sur Google Analytics, c'est que au niveau du taux de transfo, entre le mois de janvier 2017 et le mois de janvier 2018, on a fait plus 56% par rapport à N-1. Alors, aujourd'hui, on ne peut pas dire que c'est uniquement la web perf. Je pense que c'est un tas de choses parce qu'on a fait une refonte de site, etc. Mais je pense que la web perf, quand même, ça a fait quelque chose, quoi. Un autre graphe qui est intéressant aussi, c'est la distribution du temps de chargement. Donc en orange, c'est sur la période du mois de janvier 2017 et en bleu, c'est sur la période du mois de janvier 2018. Donc ce que vous voyez, c'est que on a affiché pour 4% de la population des pages entre 0 et 1 seconde, contrairement à 0,33% l'année dernière. 36% des utilisateurs ont eu la page entre 1 et 3 secondes, etc., etc. Et en fait, si on retourne la courbe, ce que vous voyez, c'est qu'on a déplacé la courbe vers la gauche et on a amené beaucoup plus de gens sur des temps de réponse qui étaient faibles. Donc je pense que ça peut expliquer le taux de transfo qui s'est amélioré. Du coup, c'est quoi le secret? En fait, on n'a pas fait des trucs techniques qui sont impossibles à faire. On a juste fait énormément d'optimisation en 6 mois. Et en fait, on s'est mis en position d'aller vite et on travaillait assez vite, on testait, on déployait, on testait, on déployait. Et on avait en fait les outils qui permettaient de mesurer la perf. Et du coup, on savait ce qu'on faisait, si c'était bon, si ça marchait, si ça marchait pas. Globalement, à chaque fois qu'on mettait on a des bons résultats, mais je me souviens d'une fois où on a testé un truc, une optimisation, ça les a dégradés, on a repacké automatiquement. Ensuite, il faut être patient, parce que c'est pas un truc qui va nous faire gagner énormément de choses, c'est vraiment une somme d'optimisation. Et ça, je peux vous le prouver, parce que ce qu'on voyait, en fait, semaine par semaine, c'était ça. Donc, on disait, ok, bon, super. Même quand on a mis HTTP2, je crois qu'on avait ça à peu près. Par contre, si on regarde sur 6 mois, ça donne ça, en fait. Et donc, on a été patient, parce que je peux vous assurer qu'on aurait pu abandonner souvent. On a pas mal été aidé par notre équipe infra, parce qu'on a dû faire des optimes sur nos confs Nginx, sur nos varnish, sur nos load balancers, quand on a mis en place nos CDN, etc., etc. Et puis, on a dû aussi embarquer le marketing, parce que on a dû faire des choix à un moment donné, et il fallait qu'on les inclue dans les différents choix. Petit focus sur les champs dits techniques. Donc le premier qui était important, c'était le passage en HTTPS en HTTP2. Donc
Nous, on n'a même pas vu la dégradation des perfs quand on est passé en HTTPS parce qu'on était déjà très très mauvais. Du coup, quand on est passé en HTTP2, on a vu une amélioration, mais c'était pas flagrant en fait. Et honnêtement, moi j'étais un petit peu déçu parce que je me suis dit que ça allait révolutionner le truc, mais en fait, quand on regarde ce schéma, ce qui est sûr, c'est que le HTTPS ça dégrade les performances, le HTTP2 ça permet de revenir à des performances HTTP, mais derrière, quand il y a des optimes, bah, ça se voit quoi. Ce qui est important à retenir sur le HTTP2, c'est que en fait, ça sert à optimiser les connexions TLS. Et donc, ce que vous voyez à gauche, c'est quand on n'était pas en HTTP2, on shardait les domaines. Et du coup, vous voyez que pour une page web, on avait plusieurs connexions TLS. Et du coup, ça prend énormément de temps. Le fait d'avoir du HTTP2 et de faire en sorte de mettre un maximum de ressources critiques sur le même domaine fait qu'on profite en fait sur une connexion le téléchargement des ressources qui sont hyper importantes en haut de page, donc c'est les CSS, les IS, les JS, les images, etc. etc. Le lazy loading, en général, on en a beaucoup abusé. En fait, la meilleure requête, c'est celle qui n'arrive pas. Ce qu'on a fait, c'est qu'on s'est concentré sur une page du site et on a regardé quels étaient les éléments qui étaient importants pour le client et ceux qui n'étaient pas importants. Et ceux qui n'étaient pas importants, en fait, on a tout fait pour ne pas les charger. Là, je vais vous montrer une petite vidéo où donc on est sur une fiche produit de rue du commerce. On voit qu'on a fait 71 requêtes pour afficher la fiche. Bon, je trouve que c'est encore beaucoup, 71 requêtes. Mais vous verrez toutes les requêtes qu'on a économisées par rapport à ce que vous voyez là. Donc, quand on met la souris sur la shopping bar, il y a des images qui se chargent. Quand on met le curseur sur l'autocomplétion, il y a des choses qui se chargent. Le menu se charge en asynchrone. Les images sont lazy loadées, même au niveau des sliders. Le deuxième slider, la description du produit, et même les avis, où on utilise une solution marketing qui est Bazaar Voice, qui charge énormément de JS, énormément de CSS, et bien tout ça on le lazy load. Et on voit qu'on a fait 75 requêtes. Donc ces 75 requêtes, on les faisait au mois de septembre, on les fait plus aujourd'hui. Et donc c'est quand même beaucoup. On a aussi passé notre site en adaptatif. Donc, comme je le disais tout à l'heure, on avait deux domaines. Le domaine m.renducommerce et www.rendumecommerce. Donc, ça faisait ce que vous avez vu tout à l'heure avec les redirections JavaScript, etc., etc. Donc, on est passé sur un seul domaine. Il n'y a plus de redirection JavaScript, il n'y a plus de redirection de serveur. Il y a une simplification au niveau des optimisations SEO. On n'a plus besoin de jouer avec les alternates, les canonical, etc. On a fait tout un nettoyage des URL en m.rendumecommerce dans l'index de Google. Et maintenant, on est prêt pour l'index Mobile First qui va sortir dans les mois prochains. Alors ça, c'est quelque chose qu'on a bien vu dans Speaker en fait, parce que la redirection JavaScript, elle est vraiment coûteuse quoi. En fait, quand un utilisateur allait sur Google et qui tapait une requête où il y avait une page rue du commerce qui était affichée, il allait sur le site desktop, il était redirigé en JavaScript, et en fait, il faisait beaucoup trop de choses. Un dernier point technique qui est intéressant, alors là, c'est une anecdote. Donc, vers le mois de février, on avait fait pas mal d'optimisation, on était plutôt content. Et le dernier truc qui restait, qui était un peu coûteux, c'était le chargement des fontes. Et donc, en fait, on a voulu optimiser ça. Et pour optimiser le chargement des fontes, il y a plusieurs techniques. On peut réduire le poids des fichiers, on peut utiliser les systèmes fontes, utiliser les propriétés CSS font display qui permettent de gérer les fontes fallback, faire du preload de fontes, donc faire découvrir au navigateur le plus tôt possible les fontes, faire du flash, j'ai oublié le nom, flash of unstyled text with class, en fait qui permet d'avoir la police par défaut et ensuite en JavaScript d'attendre que les fontes soient chargées et d'appliquer la bonne classe pour avoir la bonne police. Et l'inline preload des fontes, donc c'est encore plus compliqué, c'est d'avoir une fonte assez minimaliste où il y a juste les caractères de A à Z, de 0 à 9, et ensuite en JavaScript de récupérer toute la police. En fait, on voulait aller vite, donc on a pris la solution la plus simple. Bon, d'abord, on a préloadé les fontes, ça c'est ce qu'on avait fait au début, et puis ensuite, on
on a voulu en fait utiliser les systèmes front parce que c'était beaucoup plus simple, on n'avait rien à faire. Donc pour ça, on a appelé le marketing, on a discuté avec eux, on leur a demandé si on pouvait supprimer la fonte. Ils nous ont dit au début non, c'est important. Ok, mais pourquoi est-ce que c'est important? Donc ils n'avaient pas beaucoup d'arguments. On les a pas vraiment convaincus, mais si vous voulez, on a quand même déployé, on a retiré les fontes et on a utilisé les systèmes fontes. Bon, ils l'ont pas vu tout de suite, ils l'ont vu au bout d'un mois. Ils n'étaient pas très contents, mais comme on avait déjà communiqué dessus en disant que ça avait vachement amélioré les perfs, que le comité de direction était content, etc., bah, finalement maintenant ils sont contents et ça passe quoi. Voilà. Les points de douleur, on en a rencontré. C'est vachement compliqué en fait de sensibiliser les gens sur la web perf. Nous à l'IT, on est sensible à ça, donc on pense à l'utilisateur et pour nous c'est super important. Et c'est un travail qui est un peu compliqué. Ce qui est sûr, c'est que par rapport au mois de septembre, on a vachement avancé. Il y a des gens qui commencent à s'intéresser au sujet. Maintenant, on vient me voir, on me demande si telle ou telle fonctionnalité va impacter la perf. Donc parfois, moi, je l'utilise pour refuser des projets, donc c'est plutôt cool. Le travail d'intégration est compliqué à faire, c'est sûr, pour tout ce qui concerne les SVG inline. Donc tout le travail d'optimisation d'un point de vue inté est pas très évident. Le rapatriement des ressources critiques, donc ça c'est l'unsharding. Quand on veut unsharder des ressources tiers, exemple ABTST, Chameleon, Tag Commander, etc., bah, il faut développer le petit script qui va aller récupérer le script toutes les X minutes, le mettre sur son serveur, etc. Donc c'est beaucoup plus compliqué de juste appeler la ressource JavaScript. Les widgets marketing aussi sont plus complexes à intégrer parce qu'ils sont anti-web perf par défaut. Donc il faut tous les étudier un par un, regarder comment est-ce qu'on les charge, etc. Le SEO aussi, c'est pas évident parce que le SEO arrive avec ses contraintes où il faut afficher énormément de choses pour que Google puisse les découvrir lorsqu'il crawl. Donc ça, il faut le prendre en compte. Et un autre élément qui n'était pas évident pour nous, c'est les tiers. En fait, en utilisant tous les third parties, que ce soit la publicité, l'analytique, etc., eh ben, parfois ça peut créer des grosses variations sur les speed index parce que tu vas avoir une pub qui va s'afficher, les habillages, il y a des pixels qui vont se déplacer. Et du coup, au niveau des mesures du speed index, au début ça faisait le yo-yo. Donc ça c'est un peu compliqué. Et puis il y a un énorme impact aussi sur l'interactivité. C'est ce que je voulais vous montrer après. Donc on a parlé de Lighthouse tout à l'heure. Lighthouse, c'est un outil open source créé par Google qui peut-être remplacera WebPageTest un jour. Donc dans la slide que vous voyez ici, à gauche, on a chargé les listes produits que vous voyez sans les tiers, et à droite, c'est avec les tiers. Donc on voit sur les mesures First Meaningful Interactive, First Meaningful Paint qui correspond au Speed Index, on est à peu près bon, c'est à peu près la même chose. Par contre, il y a un élément qui est très important, c'est tout ce qui concerne le First Interactive, le Consistent Interactive. Et en fait, c'est le moment où le navigateur en fait est prêt et n'exécute plus script JavaScript, où l'utilisateur peut commencer à interagir avec la page. Et on voit qu'en fait on a une très mauvaise note, donc au bout de 29 secondes. Pareil sur l'estimate input latency. Donc on voit que sur la version sans les tiers, on est à 23 millisecondes, et avec les tiers, on est à 347 millisecondes. Ça veut dire que quand un utilisateur va cliquer sur un élément de la page, eh ben, avec les tiers, il faudra 347 millisecondes avant d'être redirigé ou d'écrire un truc, etc. Et sans les tiers, c'est 23 millisecondes. Donc voilà, ça c'est quelque chose qu'on commence à voir et sur lequel on va travailler normalement. Quels sont les plans 2018? Donc on va continuer à faire nos optimisations techniques. Donc on en a plein. On va essayer de faire du streaming HTML. On va regarder tout ce qu'on peut faire avec les service workers. Au niveau de l'industrialisation, on va mettre des agents web pastel chez nous pour la partie intégration continue. On va aussi essayer de réduire un maximum la latence
entre notre CDL et le back-end pour améliorer encore notre TTFB. Et on fera aussi un focus sur la 4G. On a beaucoup travaillé sur la 3G. Ensuite, on a le monitoring ROM à exploiter, qu'on n'a pas du tout travaillé, donc qui nous permettra plus tard d'envoyer des métriques custom, que ce soit analytiques ou à des outils en interne. On a aussi des améliorations UX qu'on peut faire pour simplifier la navigation de l'utilisateur et du coup pour améliorer la performance. On a un gros travail sur l'optimisation des tiers. Voilà. Je pense qu'aujourd'hui c'est notre plus gros point faible. Donc on va passer une bonne partie de l'année 2018 à travailler sur ça. Et puis on va communiquer en interne, en externe, on va essayer de sensibiliser les gens encore plus. La conclusion, nous, l'outil de monitoring, ça nous a vachement aidé. Donc investissez sur un outil. Ce qu'on peut retenir de notre expérience, c'est que ce qui nous a permis de faire tout ça, c'est qu'on est allé vite en fait. On n'a pas attendu, on a mis en production très vite, on a testé des choses. Ce qui a marché aussi, c'est qu'on a beaucoup communiqué en interne. On a eu accès à notre comité de direction assez souvent, donc on pouvait leur présenter nos travaux et ils pouvaient suivre tout ce qu'on faisait. Il faut faire beaucoup de veille, il faut avoir une équipe motivée. Un truc qu'on a appris aussi, c'était que finalement le travail d'intégration, c'est vachement important, quoi. Et aujourd'hui, on valorise beaucoup d'autres métiers que celui d'intégration, mais quand on regarde ce qu'on a fait, c'est peut-être plus important que les travaux d'optimisation serveur qu'on avait fait avant. Benchmarker et suivre vos concurrents, parce que vous pouvez apprendre énormément de choses sur ce que font vos concurrents. Et puis je trouve que c'est pas mal, même si on regarde ce que fait Rue du Commerce, c'est top. Et puis il faut continuer à convaincre le marketing sur les différents outils qu'ils utilisent. Merci. Une question ?